Bien, eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi avec un titre qui ne permet pas d'emblée de savoir exactement de quoi on va parler, si ce n'est que ce sera probablement autour du cancer. Et donc, docteur Cambourg, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous partager un cas que j'ai décidé de nommer donc une fois fébrile envers le traitement oncologique. Donc, je vais d'abord vous présenter la patiente. Il s'agit d'une femme de 52 ans avec des antécédents essentiellement d'hypothyroïdie substituée, de colopathie fonctionnelle, de dépression, de tendance à l'hypotension et un antécédent important de carcinome mammaire pour lequel je reviendrai en détail à la dia suivante. Elle prend à la maison un traitement à base de L-thyroxine 100 microgrammes, d'Efortil 5 mg 2 fois par jour qui a été débuté semi-récemment, de l'Effexor 75 mg et du Duspatalin retard qui est un spasmolytique. Elle consomme de l'alcool de manière occasionnelle et elle a arrêté de fumer il y a 6 ans et elle comptabilise donc 25 années paquets. Elle n'a pas d'allergie connue et elle travaille en tant qu'accueillante extrascolaire. Alors, si on se penche un peu sur cet antécédent oncologique, donc c'est une dame qui a un carcinome mammaire gauche invasif de type non-specific type de grade 3, qui est classifié donc sur la classification TNM CT2 CN1 M0. C'est une patiente qui, comme vous le voyez au niveau des récepteurs hormonaux, est triple négative. Donc ce sont des cancers qui ont un plus mauvais pronostic. Et elle a donc un KI67 qui est un petit peu l'estimation de la prolifération tumorale qui est estimée à 40%. Lors de la COM, donc en août 2023, on décide donc de débuter une chimiothérapie ainsi qu'une immunothérapie néoadjuvante afin qu'elle soit opérée par la suite. Alors donc, elle entame tout d'abord 4 cycles d'étoposide cyclophosphamide et du Keytruda. Le Keytruda qui est donc le pembrolizumab, qui est donc un anti-PD-1. Et donc en fait, ces cures sont espacées de 3 semaines. Donc le 25 du 8, elle commence le premier cycle. Donc la double chimio et l'immuno se fait en un jour. Et 3 semaines plus tard, elle a donc son deuxième cycle, et ainsi de suite. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, elle le tolère bien, et donc elle poursuit avec la carboplatine paclitaxel et l'immunothérapie. Alors pour ceux qui ont un peu du mal avec les chimiothérapies, un peu comme moi, j'essaie de schématiser ça en un truc un peu plus clair. Et donc, en théorie, donc, la patiente devrait avoir 12 cycles de carboplatine paclitaxel Keytruda. Donc le premier cycle est organisé comme suit. Pendant 2 semaines, donc du 17 du 11 au 30 du 11, elle commence au J1 avec la double chimio et l'immuno. Au J8, elle fait la double chimio et une semaine plus tard, de nouveau, carboplatine paclitaxel. Il y a une semaine de pause et puis ça recommence. Donc en résumé, du 25 du 8 jusqu'au 27 du 10, donc plus ou moins pendant 2 mois, elle a du cyclophosphamide, étoposide, Keytruda, toutes les 3 semaines. Et du 17 du 11 au 22 du 11, elle a du carboplatine paclitaxel, donc au J1, J8, J15. Et puis elle fait une pause d'une semaine et s'associer donc à l'immunothérapie toutes les 3 semaines. Alors c'est le 15 du 12 que les problèmes commencent. Donc après sa deuxième cure de carboplatine paclitaxel, durant son deuxième cycle, elle reçoit donc la chimiothérapie au matin, après donc lors du J8. Elle reçoit la chimiothérapie le matin et elle se présente aux urgences pour un tableau donc de rage cutanée du tronc et de la face en fin d'après-midi et une pyrexie à 38,9 qui s'est développée au soir. Donc, quand elle vient aux urgences, c'est en fin de soirée. Il n'y a pas de point d'appel infectieux au niveau amnestique, donc elle n'a pas de plainte de dyspnée, de toux, de douleur thoracique, de douleur abdominale, pas de nausée, pas de vomissement, pas de diarrhée, pas de plainte urinaire non plus. Et l'examen clinique, il est sans particularité, hormis donc un rash érythémateux qui est limité à la face et au thorax. Donc on lui fait quelques examens paracliniques. On lui fait d'abord une prise de sang. On voit une petite anémie à 11,7. Elle a 62 CRP, une petite touche de gamma GT et une cytolyse hépatique à plus ou moins 2 fois la normale. On lui fait une radiothorax qui est normale, un ému qui est négatif et un frottis nasopharyngien qui est également négatif. On conclut donc à une virose probable et par précaution, on la couvre quand même par augmentin durant 5 jours et on lui conseille de faire une prise de sang de contrôle et on donne du Xyzal pour le rash qu'on estime être une réaction allergique à quelque chose, mais ça n'a pas l'air de très sévère. Attends.
Qu'est-ce que tu penses de cette précaution, Jean? Je m'y attendais. Je n'aurais pas mis d'augmentin. Enfin, elle n'est pas à risque. Elle n'est pas neutropénique. Tu n'as aucun foyer. Oui, OK. On va traiter une CRP de 59 avec de l'augmentin, mais sans aucun foyer bactérien, sans aucune piste. Alors, on va se tourner vers les oncologues, évidemment, hein. Alors, qui est-ce qui, qu'est-ce qui assume Les urgences. les urgences? OK, enfin, comme ça, vous êtes extérieur. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, On met pas normal? d'emblée. Qu'est-ce Si elle que est vous bien, on avez met fait? pas d'emblée. Pas d'emblée. Pour l'augmentin, non. On met pas d'emblée Ok. l'augmentin. Non, non, non. C'est pas nous. D'accord. Ben, ceci dit, par rapport à la problématique infectieuse, et on verra un petit peu la suite, 10 éosinos. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a que 5300 blancs, mais 5300 blancs dans un contexte quand même de chimio. Et la 10 éosinos, c'est quand même la valeur prédictive pour quelque chose d'infectieux, elle est quand même, voilà, elle est quand même, on est à quoi? 90%? Elle a reçu des facteurs de croissance, OK, 2 semaines avant. Euh, et quoi, ça fait chuter les eosinous, ça? Non, il n'y a pas de raison. Prenez blanc. Oui, OK, d'accord, OK. Voilà. Donc, éosiopénie, il faut se méfier d'un truc infectieux. Je suis d'accord, mais son état clinique n'est pas inquiétant, sauf son rash au niveau de la face et du tronc. En fait, Tout à et fait. donc, en fait, l'augmentin, c'est pour traiter ça. Alors, Donc, on continue. Donc, vu le contexte infectieux relatif, le prochain cycle de carboplatine paclitaxel n'est pas réalisé et il est reporté à une semaine. Donc, le J15 euh, est annulé, il est reporté donc une semaine plus tard et on rajoute le Keytruda en plus, vu qu'elle a du Keytruda donc toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, pardon. Elle revient aux urgences, donc c'est la deuxième fois. Elle revient donc le 29/12 après sa troisième cure de carboplatine paclitaxel Keytruda, donc au J22. Cette fois-ci, il revient avec de nouveau, donc après l'apparition d'un rash au niveau de la face et du thorax, quelques heures après la chimio, d'une pyrexie à 38, et cette fois-ci, il y a de la toux sèche et il y a une dyspnée. Donc, au niveau de ses paramètres, elle a une tension à 17, elle est tachycarde à 123, elle est fébrile à 38,1, et ici, donc, elle désature, à 91%, elle est ambiant, sachant que la première fois où elle est venue aux urgences, ses paramètres étaient corrects, à part la pyrexie. Cliniquement, on a un rash érythémateux qui est très léger, de nouveau thoracofacial, une auscultation cardiaque qui montre un rythme régulier mais rapide. L'auscultation pulmonaire nous montre quelques crépitants bibasaux mais qui sont légers. L'abdomen est sans particularité. Il n'y a pas d'OMI et il n'y a pas de signe de TVP. De nouveau, on lui fait un bilan. On lui fait une gazométrie qui montre que donc elle est hypoxémique, hypocapnique. Pour son âge, quand même, une PO de 61, c'est quand même assez bas. On lui fait également une prise de sang qui montre de nouveau une légère anémie, une leucopénie avec des neutrophiles à presque 3000, des eosinophiles bas, à 0, une CRP à 12,5, des gamma-GT un tout petit peu élevés, et cette fois-ci une cytolyse un peu plus marquée. Ici, on est à presque 10 fois la normale, avec une petite altération de la fonction rénale également. On lui fait de nouveau un bilan infectieux qui se révèle négatif. Et vu le contexte donc de tachycardie, d'hypoxémie, d'hypocapnie et le contexte néoplasique, on lui fait un angioscanner pulmonaire qui ne montre pas d'embolie pulmonaire ni de foyer, mais il y a une hypoventilation bibasale. Et donc, c'est un petit peu le milieu de la nuit. On ne sait pas trop quoi faire avec cette patiente. On a une pyrexie, un rash d'origine X, non infectieuse a priori. On a une hypoxémie qui est non expliquée et une cytolyse à un peu moins de 10 fois la normale. Et donc, on décide de garder la patiente à l'HP pour réévaluation le lendemain. Le lendemain, eh bien, donc la patiente se sent spontanément beaucoup mieux, sans qu'on ait rien fait. Elle, ça dure à 98%, elle est ambiant et elle est apyrétique. Donc on discute avec l'oncologue de garde et on privilégie un retour à domicile, sans antibiotiques cette fois-ci, et avec une prise de sang de suivi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la prise de sang du matin, on voit plusieurs choses. On voit que donc elle creuse, enfin elle devient thrombopénique à 143 000, elle flambe sa CRP à près de 100. Ces gamma-GT restent plus ou moins dans le même range, et par contre, elle majore encore plus sa cytolyse, qui est à plus ou moins 18 à 20 fois la normale, avec une altération de la fonction rénale. Alors, Ah. la question, c'est est-ce que cette prise de sang
a été regardée ou pas? Est-ce qu'elle a été faite peut-être plus tard et envoyée plus tard? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, la patiente est rentrée à la maison. OK. Ah, avec l'élément successif du même épisode, sauf plus grave, après l'administration de médicaments, c'est clair que une des suspicions, c'est voilà, c'est un des médicaments. Alors ça, c'est intéressant ici parce que on a une atteinte, on va dire, multi-organique, puisqu'il y a le poumon qu'on n'a peut-être pas bien vu, mais enfin, c'est quand même hypoxémique, le foie, le rein, et donc c'est clair, et la peau. Alors, c'est clair que s'il y avait des eosinophiles, on dirait, mais voilà, elle a un DRESS, hein, donc une hyperéosinophilie avec une atteinte systémique induite par un médicament. Il faut savoir qu'on peut avoir des DRESS sans éosinophiles, même si ça se trouve dans l'acronyme, et tout en sachant quand même que l'absence de montée des éosinophiles peut éventuellement être liée à la chimio. Donc, moi, ce que je ferais, c'est je regarderais les différents médicaments qu'elle a reçus et voir où ça a été décrit. Est-ce que ça va être plutôt avec l'anti-PD-1 ou bien avec un des deux autres médicaments? Mais donc, à ce stade, il y a un médicament qui est en cause. Vous n'avez pas fait un scan hépatique? Scan hépatique? À ce moment-là, aux urgences, non. Il Non. n'y a pas eu d'imagerie, Non, Pas d'écho non plus? pas à ce moment-là. pas Parce que d'écho. les tests hépatiques sont quand même fort perturbés à Oui. chaque fois. Tout à fait. Au mois de décembre, fin décembre, et voilà. Oui, oui, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'imagerie, que ce soit par CT ou par échographie. L'autre point, évidemment, par rapport au test hépatique, il faut toujours se méfier. Avant de commencer des chimios, là, vous faites un immunostart où on va vérifier hépatite C, hépatite B, etc. pour ne pas flamber. Oui, Oui, c'est ça. normalement une obligation légale. Ouais. Normalement, oui. C'est dans les guidelines. Ok, d'accord, ça me rassure. OK, d'accord. Parce que bon, il faut toujours se méfier. Enfin, ça vaut toujours la peine de vérifier, hein, parce qu'on pense que tout est fait parfois et on pourrait reflamber un virus B ou C ou Delta, que sais-je moi. OK. Et donc, on a une prise de sang de suivi 5 jours plus tard, et ça nous montre que donc la thrombopénie s'est résolue. La CRP s'est spontanément diminuée. La cholestase a un tout petit peu augmenté sans bili, mais alors la cytolyse a vraiment diminué de manière significative, et l'altération de la fonction rénale s'est résolue de manière spontanée également. Donc après cela, elle continue quand même le cycle, donc avec le carboplatine paclitaxel du 5 du 1 le 12 du 1, et troisième épisode, elle revient aux urgences le 13 du 1 pour de nouveau de la fièvre, et cette fois-ci des urines malodorantes, mais il n'y a pas de rash cette fois-ci. Bon, son ému est déjà de prime abord négatif. On a une prise de sang, donc le 13 du 1, qui montre une CRP à 181, une cholestase qui se majore sans hyperbilirubinémie, et une cytolyse de nouveau qui flambe. On est aussi plus ou moins à 16, 16, 18, 20 fois la normale, plus ou moins, et une altération de la fonction rénale également. On lui fait cette fois-ci un CT thoraco-abdominal à la recherche d'un foyer, également donc pour voir un petit peu cette cytolyse, cette cholestase qui est négatif à tout point de vue, qui est strictement normal. Et on lui met quand même du tazocin, et on hospitalise pour donc le bilan, et on arrête tout hépatotoxique. Et donc, quand elle est en intra-hospitalier, on va commencer à faire donc ce bilan de perturbation des tests hépatiques. Chez cette patiente, c'est surtout la cytolyse qui prédomine, avec une légère cholestase sans hyperbilirubinémie et sans insuffisance hépatique aiguë. Heu, donc dans ces causes-là, on a toutes les hépatites, qu'elles soient virales, auto-immunes, les hépatites alcooliques aiguës, les hépatites médicamenteuses, les hépatites donc sur NAFLD, les hépatites génétiques, les hépatopathies congestives, les causes vasculaires, les dysthyroïdies et les maladies cœliaques. Mais chez nous, en fait, cette patiente a une cytolyse assez majeure, à près de 20 fois la normale, et donc on a déjà certaines causes qui sont prédominantes et qui peuvent causer ce genre d'atteinte à ces valeurs-là. Donc on lui fait un bilan sérologique. Ces sérologies sont négatives pour l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite E et le HIV. Pour l'hépatite B, elle a un profil vaccinal. Pour le CMV, le BV, le B19, elle a des sérologies qui montrent un contact ancien, et elle n'a jamais été exposée à la toxoplasmose. Au niveau de l'auto-immunité, eh bien, donc, ces encas sont négatifs, ces fans sont négatifs,
et tout le panel pour les hépatites auto-immunes est également négatif. On lui complète le bilan par évidemment une... Je continue ou... Ah, une continue. échographie abdominale avec un Doppler qui montre une hépatopatite sur charge avec une stéatose hépatique en première hypothèse. Et le reste de l'examen est normal. Et donc, pendant qu'on s'active à essayer de trouver la cause, eh bien, spontanément, en fait, elle baisse sa CRP. Les prélèvements microbiologiques étaient négatifs hein, à ce niveau-là. Elle baisse sa cholestase. Et alors, au niveau de la cytolyse, ça diminue également spontanément, ou par rapport à la prise de sang du 13 du 1, elle divise ses AST par 4, par 5. La fonction rénale se rétablit également. Bon, d'abord, pour une hypothèse virale, ça n'aurait pas baissé aussi rapidement. Donc, c'est clair que cette affaire est médicamenteuse. Alors, dans les affaires médicamenteuses, notamment dans le DRESS, il y a une curieuse association avec HHV6. Maintenant, c'est difficile de l'obtenir. Donc, s'il manquait quelque chose, j'aurais bien aimé avoir HHV6 s'il était présent ou pas, ce qui facilite les réactions médicamenteuses. Alors, grand silence. Pardon? Chercher une victime. Chercher une victime, oui. Enfin, personnellement, moi, je vois d'après la chronologie, elle reçoit son traitement, fait une prise de sang, son bilan est mauvais. Quelque temps après, son bilan est meilleur, elle refait son traitement, son bilan est mauvais. Ouais. Donc, C'est médicamenteux. moi, je dirais que Donc, il faut choisir le médicament. Jean-Pierre? Il y a ce test, mais je ne me rappelle plus le titre exact, où tu donnes le médicament au labo. Et Faire un TTL. un TTL, voilà. OK. Faire un TTL et voir in vitro comment les lymphocytes réagissent à l'adjonction du médicament et de voir si on a une réponse. Oui, OK. Ou alors en examinant les différents médicaments qu'elle a reçus. Parce que là, elle reflambe son affaire, mais sans l'immunothérapie. Elle reçoit uniquement le... Attends, c'était le Taxol et le carboplatine, c'est ça? Ouais. Paclitaxel. Moi, voilà. Si je devais en choisir un des deux, on a une chance sur deux, je mettrais paclitaxel, au risque de me tromper. Voilà. Une formulation un peu particulière. Alors, vous savez évidemment. Non, mais OK, mais quel est votre raisonnement à ce La stade-là? première chose qu'on a fait aussi, c'est d'exclure qu'elle récidive. Donc, elle a toujours une tumeur en place. On la traite, elle a une tumeur en place. Donc, ça, on a quand même regardé que c'était pas son foie qui était plein de... Même si c'est les fluctuations, c'est plus compliqué. Et puis après, il faut faire la part des choses entre chimio et immuno. Mhm. Et donc, on était à la biopsie hépatique chez elle. Mais c'est vrai que quand même, on a réfléchi comme ça où l'immuno, d'habitude, quand ça monte et que ça fait une hépatite auto-immunitaire, ça s'arrête pas. Après, il y a toujours des exceptions. Donc, Oui. faut faire la biopsie. Mais c'est vrai que d'habitude, les hépatites auto-immunes, ça flambe et ça flambe et ça Ouais. diminue pas, quoi. Oui, comme l'hypothèse virale. L'hypothèse virale ou auto-immune, on s'attendrait effectivement à avoir quelque chose de continu et qui n'est pas directement branché sur l'administration du médicament. Mais même le Taxol, qui est connu pour être hépatotoxique parfois, c'est vrai que souvent, même, on ne voit pas que ça diminue aussi rapidement, quoi. Non, tout à fait. Ok, mais donc, on est de toute façon dans un effet secondaire particulier. C'est pour ça que j'évoquais le DRESS. On est plus dans quelque chose qui évoque un DRESS, mais sans éosinophile. Il y en aura peut-être dans le foie. Bon. Alors, On continue. Donc, on peut exclure les causes virales auto-immunes, les causes d'hépatopathie congestive et les causes vasculaires. Donc, il nous reste en effet les vastes causes des drug-induced liver injury. Et donc, on a plusieurs pistes. On demande tout d'abord si la patiente a pris du paracétamol à dose suprathérapeutique. Elle dit que non. Il n'y a pas non plus de prise de médicaments à base de plantes ou de médicaments flabel. Et donc, on a plusieurs suspects. On a l'effortil qui a été commencé en novembre 2023, le Keytruda qui a été commencé en août 2023, le carboplatine paclitaxel qui ont tous les deux été commencés en novembre 2023,
et donc les toposides cyclophosphamide qui sont peu probables vu qu'elle avait eu ça de août à octobre et qu'elle avait des prises de sang qui étaient normales ensuite. Donc, entre-temps, on laisse la patiente rentrer à domicile et on lui fait comme une biopsie hépatique pour compléter le bilan. Donc, on va passer tous les suspects en détail. L'effortil, c'est donc du chlorhydrate d'éthyléphrine. C'est une amine sympathico-mimétique qui est utilisée pour traiter l'hypotension orthostatique. Donc, il n'y a pas d'atteinte hépatique décrite dans la RCP du produit, ni sur LiverTox. LiverTox, c'est un petit peu la Bible des hépatologues en ce qui concerne les toxicités médicamenteuses, et ni non plus dans la littérature, il n'y a pas de cas décrits. Donc, on peut raisonnablement se dire que c'est pas celui-là. Oui, donc pas d'effet secondaire avec les fortiles, ce qui n'est pas absolument étonnant parce qu'il n'y a pas d'effet primaire non plus. Donc en clair, ça ne sert à rien, hein. Ça fait bon, ok, non. Ok. Voilà. Ensuite, un autre potentiel coupable, c'est le Keytruda, qui est donc le pembrolizumab. C'est un anticorps monoclonal dirigé contre l'antigène PD-1, donc qui provoque des hépatites immunomédiées, qui sont de deux formes, soit la forme où la cytolyse prédomine ou la forme où la cholestase prédomine. Alors, le spectre d'atteinte, il est très très vaste. Ça va de la cytolyse à moins de 5 fois la normale, à une insuffisance hépatique aiguë avec un engagement vital. Et au niveau du timing, donc en général, dans la majorité des cas, ça apparaît dans les 1 à 15 semaines après le début de l'immuno. Mais il y a des cas décrits où c'est retardé de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, chez notre patiente, le Keytruda a été débuté le 25 du 8. La première visite d'urgence est le 15 du 12. Donc, ça fait exactement 16 semaines après le début du traitement, ce qui est en dehors, entre guillemets, de la majorité des cas, mais voilà, ça reste possible. On a ensuite le paclitaxel, donc qui est une chimiothérapie de la classe des antimicrotubules qui va venir bloquer le mécanisme de la mitose. Au niveau des effets secondaires principaux, c'est des réactions d'hypersensibilité immédiate ou retardée, la myélosuppression, des neuropathies et des pneumopathies interstitielles. Alors, l'atteinte hépatique est documentée. Il y a chez 19% des patients une augmentation des ASAT et chez 22% des patients une augmentation des phosphatases alcalines. Et Livertox nous dit qu'il y a une cytolyse en effet chez 7 à 26% des patients, mais en général, elle est à plus de 5 fois la normale que chez 2% des patients, et c'est ceux qui reçoivent des doses en général plus élevées. Par exemple, ici dans Livertox, on a un cas d'une femme de 31 ans qui, dans le cas d'une néoplasie de l'endomètre, reçoit du docétaxel carboplatine. Et donc, pendant l'injection, elle a des légers symptômes d'hypersensibilité immédiate. Et on voit que donc elle reçoit l'injection et 7 jours après, elle revient pour une fatigue et des douleurs abdominales. Et sa prise de sang, on voit des alates à 649 avec des phosphatases à 161. Donc, c'est plus ou moins le même range que chez notre patiente actuelle. Et donc, son bilan sérologique et échographique est normal. Et alors, les cliniciens qui s'occupent de cette patiente sont, entre guillemets, tellement sûrs que c'est le Taxol, qu'ils reprennent le carboplatine quelques jours plus tard. Et on voit que la cytolyse continue à diminuer malgré tout et à se normaliser. Alors le carboplatine, c'est une chimiothérapie de la classe des agents alkylants. Comme effet secondaire, elle a essentiellement de nouveau des réactions d'hypersensibilité immédiate ou retardée. Il y a également une myélosuppression et assez souvent des vomissements. De nouveau, il y a des ASAT augmentés documentés dans 15 à 19% des cas et des phosphatases augmentées dans 24 à 37% des cas. Livertox nous dit qu'il y a une cytolyse légère et transitoire observée chez un tiers des patients et que donc il y a des nécroses hépatiques, des syndromes d'obstruction sinusoïdale ou des cas de coma hyperammoniacal qui ont été décrits, mais uniquement dans des combinaisons carboplatine avec d'autres platines du style oxaplatine, cisplatine. Et donc, en attendant, on a les résultats de la biopsie hépatique qu'on avait faite, et ça nous montre donc des signes histologiques de souffrance hépatocytaire avec une dégénérescence ballonisante, quelques foyers de nécrose hépatocytaire qui sont le siège d'un infiltrat lympho-histiocytaire. Il y a une stéatose légère, et il n'y a pas d'altération histologique significative dans les espaces portes. Et le pathologiste conclut donc que ça peut entrer dans le cadre de lésions toxiques et ou médicamenteuses, et que par contre l'aspect est moins évocateur d'une hépatite induite par immunothérapie. Donc il y a des différences anatomopathologiques. Elles sont, la distinction est compliquée sur base de la biopsie entre la toxicité donc de l'immunothérapie et la chimiothérapie, mais il en existe quand même. Après discussion donc avec le pathologiste, les atteintes dues à l'immunothérapie, elles ressemblent souvent à celles des hépatites auto-immunes, avec une hépatite d'interface et un infiltrat portal. Et alors pour lui, la nécrose focale avec cet infiltrat de macrophage fait plus pencher vers une cause toxique et médicamenteuse.
Et donc, en revoyant un petit peu, il y a plusieurs études qui comparent les aspects histologiques entre les hépatites dues à l'immuno, les hépatites auto-immunes et les hépatites médicamenteuses. On a par exemple plus souvent une infiltration lymphocytaire dans les hépatites auto-immunes et par contre des éosinophiles dans les hépatites médicamenteuses. L'immunomarquage, s'il est réalisé, montre que dans les hépatites dues à l'immunothérapie, c'est plutôt les CD3 et les CD8 qui prédominent, et c'est les CD4 et les CD20 qui prédominent dans les hépatites auto-immunes. L'immunomarquage dans les hépatites médicamenteuses est peu contributif. Par contre, le rapport donc CD4, CD8 est plutôt très bas dans les hépatites dues à l'immuno. Il est plutôt élevé dans les hépatites auto-immunes et il est bas, donc un peu entre les deux, chez les hépatites médicamenteuses. La présence de plasmatocytes est également un facteur qui peut différencier les hépatites. Ils sont très souvent présents dans les hépatites auto-immunes et moins souvent rencontrés dans les hépatites dues à l'immuno ou dues aux médicaments. Les granulomes également sont plus souvent présents dans les hépatites dues à l'immunothérapie que dans les hépatites auto-immunes ou médicamenteuses. Et enfin, il y a les anticorps qui sont souvent positifs dans les hépatites auto-immunes et qui sont évidemment négatifs dans les hépatites dues à l'immunothérapie ou aux hépatites médicamenteuses. Tout ce que je vous ai dit là, c'est peut-être mieux résumé avec des graphiques. Donc, ici, une étude qui compare les différences anatomopathologiques. En orange, vous avez la seule différence statistiquement significative. On voit que donc, entre les hépatites sur immunothérapie et les DILI, qui sont les hépatites médicamenteuses, il y a une différence en termes d'infiltration éosinophilique qui est plus marquée dans les hépatites médicamenteuses. Au niveau de l'immunomarquage, on peut voir qu'au niveau des taux de CD4 et de CD20, c'est globalement de manière statistiquement significative plus bas dans les hépatites sur immunothérapie que dans les hépatites médicamenteuses. Et si on regarde le taux de CD4 sur CD8, il est également plus bas que dans les hépatites médicamenteuses. Une autre étude plus récente cette fois-ci qui montre une différence statistiquement significative entre donc, le pourcentage de granulomes, ici à gauche, qui est plus élevé dans les hépatites sur immuno que dans les hépatites médicamenteuses. Et de nouveau, ce rapport CD4 sur CD8 qui est beaucoup plus bas dans les hépatites à immuno que dans les hépatites médicamenteuses. Et donc, qui est le coupable le plus probable, selon vous, au vu de tous nos suspects? Alors, qu'est-ce que tu accuses qui? Non, je n'accuse Tu personne. n'accuses personne. J'irai voir dans le Martindale ce qui est le plus probable, mais je ne sais pas. Grand silence. Il y en a qui se lancent là dans les probabilités. Mais est-ce qu'un TTL pourrait départager? Ah. Est-ce qu'un TTL pourrait le partager? Ça vous arrive de faire du TTL? Et c'est le Keytruda médit l'immunité, donc je suis pas sûre que ce test va être validé avec l'immunothérapie. Ouais. Et donc ta réponse au test va être probablement modifiée, donc tu ne seras pas. Ouais. Ah. Il y a- Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le chat, il y a Henri Bondu qui dit que c'est le paclitaxel. Ok. Moi, j'avais déjà voté pour le Je ne dis pas, je suggère. Pardon? Je ne dis pas, je suggère. Ah. Mais l'expérience avec le paclitaxel montre qu'il faut d'ailleurs des précautions lorsqu'on l'administre avec une dose de corticoïdes suffisante et bien faite pour éviter des réactions toxiques ou allergiques. Alors, je ne sais pas ici quelle était la prémédication dans ce cas. Ah, attends. La prémédication. Attends. C'est la prémédication ICL, donc je lui donne 32, 32 la veille et le matin et 10 mg de Dexa au moment de l'injection. Et au niveau de l'ULB, c'est pas la même chose. Au niveau de l'ULB, parce que c'est quand même beaucoup pour les allergies vraiment directes. Et donc, on donne au début, juste avant de recevoir, on donne l'Adexa 10 mg
première dose, deuxième dose. Si ça n'a pas d'allergie, pas de réaction, on diminue à 5 mg la troisième dose. Et puis ça va, on enlève toute corticoïde. OK. Et attends, non, mais le point est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne donne que les corticos au moment de l'administration et on ne prolonge pas par la suite. Les corticos que tu peux donner pour les traitements antinauséeux, donc ils peuvent avoir un jour ou deux, jour 2, jour 3, jour 4 éventuellement, des corticoïdes, mais pour augmenter l'effet de l'aprepitant. OK. Et donc ils peuvent en avoir un peu, Avec le mais carbo, ils en ont un peu. avec le carbo, tu Deux en mets un jours. petit peu, mais tu n'aimes pas trop en mettre avec le Keytruda, même si tu as plein d'études maintenant où tu vois bien que ça ne joue pas trop, mais Ah, donc là, c'est le point quand même intéressant de savoir qu'elle reçoit quand même ponctuellement un corticoïde, bon, qui a peut-être eu un effet aussi sur l'évolution. Elle n'aurait pas eu du tout de corticoïde, peut-être ça aurait été pire aussi. Et à contrario, comme on le donne seulement pendant un temps court, on peut avoir un effet rebond qui est décalé dans le temps, puisqu'il y a, voilà, il y a encore le médicament qui court, il n'y a plus de protection par le Medrol. Moi, si je ne sais pas ce qu'on a fait après, moi j'aurais tendance, lors de ces cures, parce que les cures sont quand même importantes pour sa maladie, de la mettre avec une corticothérapie un peu plus prolongée. Enfin bon, voilà. Tout à fait d'accord. Juste une question de tout à fait ignare, mais on peut pas, il n'y a pas d'autres médicaments qui pourraient remplacer avec une efficacité quasiment équivalente le paclitaxel et le carbo. Attends. donc le schéma dans le triple négatif, c'est Keytruda EC puis Keytruda carbotaxol. Tu peux t'amuser à remplacer par du taxotere, mais si elle fait déjà une cytolyse sur une dose hebdo, tu vas pas lui mettre une dose toutes les 3 semaines parce que la dose est plus grosse. Donc, En plus, il y a peut-être t'as un effet croisé. Hein. Moi, je vois un effet classique. OK. Alors, Voilà, et donc pour nous, on pense que le plus probable, en tout cas, c'est le paclitaxel qui est responsable. On fait comme une prise de sang 2 semaines après que la patiente soit sortie d'hospitalisation et on voit que la CRP s'est complètement normalisée, enfin, en tout cas, a descendu fortement. Et la cytolyse, c'est elle complètement normalisée avec encore une petite touche de cholestase. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la patiente consulte en pneumologie dans le cadre de son bilan préopératoire. À ce moment-là, elle se plaint de toux sèche depuis plus ou moins 3 semaines. Et donc, la saturation est tout à fait correcte à 98% à l'air ambiant. L'auscultation est claire. Et par contre, les EFR montrent une chose intéressante, c'est que elle effondre assez significativement sa diffusion de manière un peu, entre guillemets, inexpliquée. Et le jour même de la consultation, elle réalise un PET scanner dans le cadre de son bilan post-chimiothérapie néoadjuvante. Et au niveau des coupes du CT pulmonaire, on voit des infiltrats envers des polyps multifocaux, donc de pneumopathie interstitielle. Et donc, cette pneumopathie interstitielle, c'est relativement bien décrit avec le paclitaxel. Ça donne des pneumopathies interstitielles aiguës ou subaiguës avec un effondrement de la diffusion. C'est assez connu par les pneumologues. Et donc, ça, c'est, je pense, en faveur également de la toxicité hépatique et pulmonaire du paclitaxel. Et donc, la patiente a ensuite été opérée précocement d'une exérèse tumorale avec un ganglion sentinelle qui était négatif. Les suites opératoires étaient simples et elle continuait par de la radiothérapie locale. L'hypothèse la plus probable, c'est donc une toxicité du paclitaxel, bien qu'une conjonction de toxicité entre le platine et ou avec l'immunothérapie ne peut pas être formellement exclue. Et donc, il y a encore une petite chose qui reste non élucidée, c'est que comment est-ce qu'on explique en effet qu'elle a fait de la fièvre à 3 reprises, plusieurs heures après la cure de chimio-immunothérapie? Ça, c'est une question qui reste posée. Et donc, est-ce que c'est de la fièvre dans un contexte d'hépatite médicamenteuse? Est-ce que c'est de la fièvre sur une réaction d'hypersensibilité immédiate ou retardée? Est-ce que c'est sur l'immuno? Dans la RCP du Keytruda, on parle de fièvre qui est relativement assez fréquente, plus de 10% des cas, non infectieuse. Ou alors, est-ce que c'est une fièvre sur l'atteinte pulmonaire du paclitaxel ou est-ce que c'est autre chose? OK. Bien, alors, questions, commentaires? Attends. Est-ce que les lésions pulmonaires sont réversibles avec le temps ou pas?
Oui, en général, si on arrête le paclitaxel, on peut espérer une régression des lésions. Et ici, le bilan avec le PET-CT, là, ça fait combien de temps après la dernière dose de paclitaxel? Plus ou moins 2 semaines, 2 2 semaines, 2 semaines. semaines et demie. OK, donc il y a quand même quelque chose de rémanent. Alors, c'est vrai que bon, s'il faut donner de nouveau un titre à ce syndrome, OK, bon, c'était l'hépatite qui était le plus à l'avant-plan, mais enfin, elle a une maladie systémique, hein, on l'a vu. C'est la peau, le rein, le foie et les poumons. Et donc, pour moi, c'est l'équivalent d'un DRESS avec des eosinophiles qui manquent à cause de la chimio. Le facteur de croissance a poussé du côté des neutraux, il est fait pour ça, et il n'y a pas d'éosino. Donc, c'est un DRESS sans éosino dans le cadre d'une chimiothérapie. Et c'est là aussi où on peut se demander si il ne faut pas à ce moment-là avoir vraiment un traitement corticoïde plus prolongé, tout en sachant qu'on rajoute une couche par rapport à l'immunosuppression en mettant de la cortisone. Mais si on est contraint de mettre, et c'est ce que nos oncologues semblaient bien nous dire, de ne pas changer ce traitement, on est dans une maladie grave, on n'a pas tellement de schéma, c'est de poursuivre ce schéma. Mais alors à ce moment-là, il faudrait le faire sous... On a arrêté, normalement, d'avoir 12 semaines et elle en a eu que 4. On a arrêté. OK. Donc, on la prive d'une chance, néanmoins. Attends, on la prive d'une chance, mais pourquoi ne pas avoir continué avec des traitements corticoïdes plus prolongés? Je sais pas, hein, moi, c'est pas vraiment mon métier, hein. Moi, je m'adresse aux experts ici. On est en néoadjuvant, donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on va chercher la réponse complète parce qu'on sait que c'est. Donc on espère qu'il n'y a plus de tumeur à l'opération parce qu'on sait que c'est là qu'on aura la meilleure chance pronostique. La chimio néoadjuvante nous permet d'accéder à l'immunothérapie, mais on peut aussi le faire en adjuvant chez des gens qui ont été opérés en premier lieu. Et donc chez elle, la balance risque-bénéfice devenait plus dangereuse d'essayer de faire passer un ou des médicaments qui étaient en train de la rendre malade versus opérer sa tumeur du sein. Elle était en localement avancé, donc ça voulait dire que la chirurgie la guérit dans la majorité des cas. Tout ce qu'on fait à côté augmente les chances. Mais là, on risquait plus de la tuer avec notre traitement que de l'aider. Donc, le mieux est l'ennemi du bien, Voilà. en fait. Voilà, OK. Bien. Des commentaires sur le chat? OK. Henri, tu es d'accord avec l'attitude? Mais je suis en fait tout. Voilà, la caméra, même pas besoin de caméra. Je suis tout à fait d'accord avec l'attitude. Je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que le Taxol, le paclitaxel, est un produit qui peut être extrêmement toxique. Et ceux qui ont connu l'usage du Taxol au début se rappellent de chocs violents et de gens qu'on a retrouvés en réanimation. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi des trousses spéciales pour faire passer le Taxol. Alors, ne me demandez plus le détail, je ne m'en souviens plus, mais toutes les trousses de chimiothérapie actuelles sont des trousses qui sont prévues pour ce genre de choses. Il fallait enlever des complexes qui se trouvaient dans la préparation du Taxol. Ça envoyait les gens en réanimation au début du Taxol. C'était terrible. Et donc, je rejoins l'attitude du professeur Kogan pour une corticothérapie un petit peu plus soutenue, s'il fallait continuer le Taxol, bien entendu. Oui. Mais ici, je comprends. On est dans une situation plus prophylactique que thérapeutique. Ce n'est pas comme s'il avait déjà des métastases, etc. Ceci dit, pour ceux qui sont adeptes des traitements naturels, il ne faut pas oublier d'où vient le Taxol, hein. C'est un traitement très naturel, hein. Donc voilà, hein. Donc ça vient d'une plante, ça vient de la nature. Et donc, et c'est pour ça que je le trouvais a priori plus suspect que les autres molécules chimiques, en l'occurrence, qu'elle recevait, comme du platine, voilà, voilà, c'est pas la nature. Donc méfiez-vous de la nature. Encore une, voilà. Oui. Élie, pour Oui. la petite histoire, tu t'en souviens, mais les gens qui avaient des haies d'IF vendaient Voilà. leurs haies pour fabriquer Oui. le Taxol Oui, et oui. le Stoxel au début. Tout à fait. Voilà. OK. Bien, mais dans ce cas, s'il n'y a plus d'autres remarques, commentaires, je pense qu'il est bon de rappeler les effets secondaires des médicaments. Comme on a bien montré,
d'avoir vraiment en tête la succession des événements, même si succession ne veut pas dire nécessairement causalité, mais si on se trouvait dans quelque chose finalement d'assez démonstratif, puisque dans la causalité des médicaments, on aime bien redonner le traitement pour être sûr, ce que d'habitude on ne fait pas. Ici, on était contraint de le faire et donc on a une démonstration d'un élément de causalité un petit peu par la nature du traitement qui a dû être administré. OK, très bien. Eh bien, bon week-end et à la semaine prochaine.